reprendre avec une nouvelle table ronde. Ce qu'on vous propose, c'est bien sûr de ne pas oublier, vous l'avez sur vos programmes, un QR code pour nous aider à faire mieux la prochaine fois, puisque l'objectif, c'est de faire aujourd'hui sur la zone sud, mais d'aller ensuite à la rencontre des autres zones de défense et de sécurité en France. Donc vous avez un petit QR code qui vous est projeté et qui est sur vos programmes pour vous exprimer sur ce que vous avez pensé de ce moment, notamment pour ceux qui devraient nous quitter en début d'après-midi. Avant de repartir donc, sur des interventions de cas pratiques, on va demander à Donatelle, qui nous a croqué graphiquement ce matin, de nous dire ce qu'elle en a pensé. Merci. J'ai pris soin ce matin, effectivement, j'étais un peu discrète, mais j'ai croqué les différents temps forts de la matinée pour vous en restituer une sorte de feuille de route visuelle qui vous servira à toutes et à tous de pense-bête pour reprendre un petit peu le fil de tous les échanges. Et je vais poursuivre de la même manière cet après-midi. Donc ces visuels vous seront envoyés dans un second temps, mais ça vous laisse déjà la possibilité de reparcourir ce qui a été dit sur la matinée. Bonne continuation. On peut l'applaudir parce que ce n'est pas un exercice facile d'arriver à synthétiser, donc vous aurez le loisir de les regarder en détail. Vous aurez bien sûr, on vous l'a dit sans doute ce matin ou pas, mais je vous le dis, donc vous pourrez revoir les enregistrements des interventions et vous aurez les supports, mais aussi la facilitation graphique qui est quand même un outil assez intéressant qu'on privilégie. On passe sur une table ronde cet après-midi au moment de la digestion, donc on va essayer d'être dynamique et de vous capter sur la résilience et l'affaire de tous, et on va parler de solutions. Donc vous allez avoir à mes côtés, donc en tant que directrice générale de l'AFPCNT, Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Vous aurez à mes côtés, bien sûr, le haut comité qui nous accompagne pour toute cette journée avec Claire Menon, donc, qui est responsable du Collège des collectivités territoriales du haut comité, mais également des labels et des certifications, et c'est d'ailleurs de ce sujet dont elle vous parlera, et des projets européens également. On aura la chance aussi d'avoir Sandra Decelle-Lamotte, donc, qui préside l'association Résilience et qui œuvre sur tout le territoire national à former notamment les acteurs économiques, et puis bien sûr Gilles Piroux, qui est à l'IRMA, administrateur vice-président de l'Institut des risques majeurs, qui œuvre également beaucoup à la prévention des risques majeurs sur le territoire national et pas que sur Auvergne-Rhône-Alpes, puis vous en reparlera, et qui travaille à l'accompagnement également des collectivités à se préparer. Mais la parole est à moi, et d'ailleurs j'avais mon téléphone et je vais me chronométrer puisque je parle beaucoup et longtemps et je ne voudrais pas pénaliser mes collègues et amis qui sont en plus au sein de notre association, puisque les 3 intervenants qui vont me succéder sont membres de notre association, que certains connaissent peut-être, d'autres moins, acronyme très simple quand on fait de la culture du risque, AFPCNT. Cette association existe depuis 25 ans. Elle est d'ailleurs présidée par Christian Kert, qui est député honoraire des Bouches-du-Rhône, qui vous prie d'ailleurs de l'excuser de son absence aujourd'hui. Il devait être parmi nous et d'ailleurs conclure cette journée, mais il a été appelé par rapport à ses anciennes fonctions en audition à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Vice-présidée par Anne-Marie Levrault, que certains ont peut-être connu dans le passé, haut fonctionnaire de l'État qui a beaucoup travaillé à la prévention des risques en France et qui a notamment été à la transposition de la directive inondation sur notre territoire national. Cette association, donc 25 ans d'existence, a pris un virage en 2022 où elle s'est positionnée très fortement sur le développement de la culture du risque et l'amélioration de la résilience en France face aux risques majeurs. C'est une association qui a vraiment vocation à être réseau des réseaux et trait d'union entre les différents acteurs. C'est pour ça qu'une journée telle qu'aujourd'hui est importante, de réunir à la fois des collectivités, des services de l'État, des acteurs associatifs, des personnes physiques également qui viennent s'intéresser au sujet, des acteurs économiques, des gestionnaires de réseau. Et elle a obtenu une reconnaissance d'intérêt général, c'est assez récent, c'était au printemps dernier. Et les priorités d'action que nous avons aujourd'hui, même si elle a très longtemps travaillé au niveau national et international pour faire du parangonnage, comme on l'appelle, c'est-à-dire partager les bonnes pratiques et les expériences de chacun, avec des réflexions de fond. Aujourd'hui, elle a une vocation très opérationnelle.
personnel pour, bien sûr, on en a parlé ce matin avec Jean-Yves Noisette, contribuer au développement de la culture du risque en France et notamment faire rayonner encore plus, au-delà des actions de l'État et des collectivités, cette nouvelle journée nationale de la résilience, donc le 13 octobre de chaque année depuis 2022. Également accompagner plus avant les territoires ultramarins, très isolés, situation insulaire, très exposés, mais qui ont aussi, du fait de leur isolement, de leur forte exposition et de moyens plus réduits qu'en hexagone, développé des solutions pratiques dont on devrait plus s'inspirer. Et donc c'est la vocation des groupes locaux qu'on anime sur les territoires ultramarins, de se nourrir de ces bonnes expériences. Bien sûr, elle continue de poursuivre ses réflexions de fond et ses échanges internationaux. C'est important pour mieux agir ensemble. Je reparlerai tout à l'heure en conclusion. Travail sur la résilience des territoires, je vais vous montrer quelques outils rapidement. Et puis favoriser la montée en compétences des acteurs impliqués, c'est bien sûr travailler d'une part sur la formation, même si nous n'avons pas vocation, nous ne sommes pas et nous n'avons pas vocation à être centre de formation, mais c'est au moins capitaliser ce qui existe en France, voir ce qui pourrait manquer et s'appuyer sur notre réseau, et notamment certains qui vont intervenir juste après moi, pour répondre à ces besoins. Et puis, on n'en a pas assez parlé, j'en reparlerai, la préparation, la montée en compétences, c'est aussi des exercices et de la mise en situation. Et on a développé des outils. Tous les outils qu'on développe sont bien sûr subventionnés par l'État et donc sont accessibles gratuitement à tous. Sur le sujet de la résilience et même de la culture du risque, quand on a pris ce virage en 2022, ce qui nous est apparu important, c'est d'écouter déjà nos concitoyens. On l'a dit et redit ce matin, on a parlé de l'article 4 de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui met le citoyen au cœur du dispositif de sécurité et de prévention en France. Mais là, alors parmi différentes enquêtes nationales, notamment sur les freins et leviers de l'implication citoyenne, on avait voulu faire une étude auprès d'un petit panel, qui est d'ailleurs un effectif assez standard sur les enquêtes nationales. 2500 Français basés en Hexagone et en Outre-mer ont été interrogés sur cette notion de résilience. Christian Saumann nous le disait ce matin, depuis notamment la crise sanitaire du Covid, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, on ne met pas tous la même chose derrière. Et on voulait savoir qu'en pensent les Français aujourd'hui. Et surtout, on avait bien senti que pour certains, et des rumeurs circulaient notamment sur les réseaux sociaux, la résilience était vécue comme quelque chose assez négatif où finalement les autorités se déresponsabilisaient, faisaient tout porter sur le citoyen avec un certain fatalisme, c'est-à-dire que si on est résilient, c'est peut-être parce qu'on accepte d'être finalement impacté, et il y a en partie ça, mais pas que. Donc on a voulu interroger ces citoyens français, et ce qui est intéressant, c'est que 77% ont déjà entendu parler du mot résilience. S'ils n'en avaient pas entendu parler, c'est qu'ils sont vraiment sourds ou déconnectés des médias. Mais par contre, 35% savent à peu près ce que c'est, mais pas vraiment complètement. En tous les cas, par rapport à ces rumeurs et ce ressenti un petit peu négatif, la plupart nous disent que c'est un concept positif, c'est un concept qui se tourne vers l'avenir et dont il faut se saisir individuellement. Donc ça, c'est intéressant. Vous regarderez les chiffres dans le détail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour eux, la résilience, c'est par rapport à des crises sanitaires, par rapport à des conflits armés, et on peut le comprendre, vu ce qu'on vit au niveau national et international, mais très peu par rapport aux risques naturels, 10% à peu près, et encore moins sur les risques technologiques qui sont finalement moins perceptibles pour les populations. Seuls 4% pensent qu'on peut être résilient par rapport aux risques technologiques. En tous les cas, tous, en grande majorité, plus de 90% disent c'est une propriété intrinsèque de chacun qu'il faut développer, une qualité qu'il faut avoir et donc il faut développer même chez les plus jeunes. Donc, ils voient dans la résilience cette nécessité de prévenir et d'anticiper. On ne voit pas encore le terme d'adaptation, mais on voit quand même cette notion d'anticipation qui est aujourd'hui fondamentale. Ils nous disent qu'il faut par contre forcer, même si c'est inscrit dans la loi, Jean-Yves Noisette nous le disait, l'éducation des plus jeunes reste encore une voie de progrès en France et qu'il faut aussi travailler sur notre habitat et notre urbanisme. En tous les cas, ils s'estiment eux-mêmes acteurs de la résilience aux côtés des autorités et des autres acteurs. En tant que directrice d'une association et en coordonnant une table ronde où on va avoir des acteurs associatifs, c'était important que je vous fasse un focus sur le rôle du tissu associatif aujourd'hui en France, notamment sur le champ de la résilience territoriale.
Vous dire qu'on voit souvent les choses avec l'angle négatif en se disant oui, on est très exposé, la situation va s'aggraver, on a moins de moyens. Oui, mais on a quand même la chance au niveau national d'avoir un tissu associatif très développé que d'autres pays nous envient au niveau européen. On a aujourd'hui plus d'1,5 million d'associations qui existent, 22 millions de bénévoles qui peuvent être nos relais du quotidien et 1,8 million de salariés. Et là, je parle non pas des associations spécialisées comme la mienne, mais d'associations du quotidien, culturelles, sportives, d'insertion sociale, d'aide aux devoirs, etc., etc., qui peuvent, elles, être sensibilisées. On peut développer leur culture du risque pour qu'elles puissent être vraiment des ambassadeurs sur le territoire. Elles sont à proximité des citoyens, elles sont encore entendues par les citoyens, bien plus que le sont aujourd'hui les autorités, je dirais, historiques. Et elles restent le tiers de confiance et un outil de démocratie participative qu'il faut absolument préserver, notamment dans ce contexte très particulier que nous sommes en train de vivre. Vous dire qu'on a développé des outils qui sont en ligne sur notre site, justement avec des guides, des canevas pour ces associations, pour qu'elles aient un plan d'urgence et des fiches réflexes que vous pouvez télécharger et décliner sur votre territoire, et si besoin, on peut vous y accompagner. Sur la mobilisation citoyenne et ce citoyen acteur aujourd'hui qui est fondamental, sachez que le 4 et le 5 décembre, on organise un colloque national avec de nombreux partenaires, le Crisis Lab de Sciences Po, la Prévention Maïf, la Croix-Rouge, la Ville de Paris, la Fondation de France et de nombreux autres acteurs, et que ce sera l'occasion sur 2 jours de débattre de toutes ces formes et de ce qu'on peut dire de la mobilisation citoyenne ces dernières années et de ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, des bonnes pratiques, et qu'on a co-rédigé tous ensemble, les partenaires associatifs et autres acteurs, dont la Ville de Paris, une feuille de route qu'on va porter au niveau national, notamment à l'occasion du Beauvau de la sécurité civile. Pour les collectivités qui sont présentes, on a également travaillé avec le soutien du ministère à développer des outils sur le DICRIM. On l'a dit, le DICRIM est un outil déjà obligatoire, qui peut marcher en termes de sensibilisation pour faire face aux événements et connaître les consignes. On a voulu faire le point des bonnes pratiques pour que vous puissiez vous inspirer de bonnes pratiques. Donc 5 livrables ont été produits, bien sûr, sur le recensement bibliographique, qu'est-ce qu'on nous dit, d'où ça vient, etc., les obligations, les bonnes pratiques qu'on a pu recueillir au niveau national, une maquette en ligne avec un tutoriel qui permet de faire très rapidement son DICRIM en ligne, également une grille d'auto-évaluation sur le DICRIM, et puis un cahier des charges si on a besoin de se faire accompagner, sachant que vous le savez tous, le DICRIM est à faire quand même en mobilisant vos équipes en interne. Sur la partie exercice, et je sais que certains d'entre vous sont fans de cet outil, donc je ne pouvais résister à vous en parler, cette plateforme Préparisque qu'on a créée, donc ça fait 2 éditions de suite, qu'on propose au niveau national des exercices flash gratuits à l'attention des communes et des intercommunalités. On travaille sur l'ensemble des risques majeurs avec des crises simples, entre guillemets monorisques, des crises combinées. On a testé cette année des crises longues et répétitives, notamment sur les inondations. Une plateforme en ligne, on est accompagné sur cet outil par Predict Service. Donc cet outil va continuer, on va relancer une campagne. Aujourd'hui, on a quand même formé par cet outil ou mis en situation plus de 6300 acteurs qui se sont dit, d'ailleurs pour la plupart convaincus. Et d'ailleurs, cette plateforme et cette démarche a reçu 3 prix nationaux, donc très récemment au Salon des maires, le prix de l'innovation en matière de prévention des risques. Donc à suivre, si ça vous intéresse, profitez-en. Il n'y a plus beaucoup de choses gratuites dans notre pays, et ça, c'est gratuit. Et c'est efficace, ça ne remplace pas d'autres formats d'exercices. On ne l'a jamais vendu pour ça. Il faut faire des exercices plus longs, en manœuvre et sur table, mais c'est un premier pas pour démocratiser et sensibiliser vos équipes. Vous dire également, ça vous a été distribué, qu'on a essayé avec nos membres et notamment 2 acteurs importants, donc Résilience qui va intervenir et le Haut Comité, de recueillir toutes les démarches de reconnaissance de la résilience sous toutes ses formes qui existaient au niveau national et international. Donc c'est ce recueil qui vous a été distribué, qui fait le point d'ailleurs sur cette notion. 100 démarches recensées et 30 ont été détaillées dans leurs composantes et parfois limites au succès.
Je ne vais pas déflorer le sujet de Sandra, mais on a voulu également, au démarrage de ce nouveau virage en 2022, tester certaines démarches, dont un audit d'évaluation qui nous paraissait particulièrement intéressant et qui s'est révélé très performant, c'est le Resiscore. Donc ça a été une expérimentation sur un petit effectif d'entreprises en 2022, un retour vers ces entreprises pour voir que leur avait apporté cette démarche d'évaluation simple. Et puis, c'est toujours mieux de s'appliquer à soi-même l'audit. Donc, on a pu également se faire auditer par Résilience et obtenir un niveau assez satisfaisant. On a travaillé également sur des conférences avec le Haut Comité à l'attention des gestionnaires, des opérateurs d'infrastructures critiques. Donc, sachez que ces cycles de conférences 4 l'année dernière continuent cette année et que si vous êtes intéressé par ce type de format en chambre chez vous, on est à votre disposition. Et puis enfin, pour terminer, sur les aspects formation, montée en compétences, on est en train de mener, de finir, d'ailleurs c'est publié, vous le trouvez sur le site, un recensement des formations en France en matière de gestion et de prévention des risques naturels et technologiques. On est en train d'affiner l'analyse critique et prospective de ces formations pour voir justement ce qui manque et travailler à terme. Et François et Lirma, avec Gilles, en parleront peut-être tout à l'heure, à des parcours mutualisés. On a de nombreux organismes de formation en France, mais arriver à rationaliser tout ça, à faire des modules vraiment essentiels et à valoriser ces différents potentiels de formation, ça nous paraît utile. En tous les cas, vous pourrez réagir là-dessus. Tout ce que je viens de vous dire se trouve sur notre site qui a fait peau neuve au mois de septembre et sur un panorama de nos actions. N'hésitez pas à consulter, tout est gratuit, on peut vous conseiller, vous accompagner sans forcément vous demander un chèque à la sortie, mais si vous voulez nous soutenir, c'est bienvenu. Et puis n'hésitez pas à adhérer à l'association également. Au-delà de l'équipe salariée que je dirige, on a aussi besoin de bénévoles impliqués sur le territoire. Même si on produit des outils nationaux, on essaie toujours de les expérimenter en local et d'avoir cet ancrage local. Et pour le faire, on a besoin de forces vives sur les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et puis on va faire un focus du coup sur les démarches de label et de certification. On parlera bien sûr du label Résilience France.